Alors Louis XI est donc un roi valois. Lui, c'est 1461-1483. Et ses contemporains ont eu des réactions variées. On va commencer par une phrase un peu générale. Variées. C'est quand même un roi qui a choqué ses contemporains. Et il les a choqués de mille manières. D'abord dans le vêtement. Il ne s'habille pas en roi. On est dans un temps où un roi doit s'habiller en roi, un paysan doit être habillé en paysan. Et lorsque le paysan se met à s'habiller, mettons, en bourgeois, c'est un menteur et un voleur. Mais lorsque le roi s'habille en chasseur, quand il va chasser, c'est assez logique. Mais quand il ne chasse plus, et il chassait le matin, mais Louis XI reste en chasseur dans le reste de la journée. Et ça ne paraît pas normal parce que ce n'est pas une tenue de majesté. Parce que le chasseur a un pourpoint court et on voit des choses qui montent ses jambes. Et bon, c'est pas tellement ça, mais on dit quelquefois que c'est la mode italienne. Donc on dit que le roi qui aime tant les Italiens s'habille comme un Italien. C'est pas tout à fait un compliment. Il surprend aussi parce qu'il parle très fort, il parle très vite. Or le roi doit incarner, et il est en position de majesté sur son sceau, et il doit être bien droit comme la justice. Un roi qui fait des mouvements avec ses bras, qui parle très vite, qui rit très fort, qui se met en colère, vraie colère, fausse colère. Il est tactile aussi. Il prend les gens par le bras, il leur parle à l'oreille, il est familier. Or, les rois, quand ils lisent des miroirs aux princes, il ne faut pas être familier, parce qu'on risque d'inspirer le mépris. Lui, il a lu ces miroirs, mais il est familier. Vraiment familier, faussement familier. Il fait pas mal de blagues scatologiques, parce que ça l'amuse, parce qu'il pense que ça va amuser, parce qu'il pense que ça va choquer. Enfin, tout ça contraste tellement avec certains de ses prédécesseurs que oui, il a choqué, mais il a suscité aussi énormément d'admiration par son intelligence, son habileté et cette espèce de courage qu'il a de ne jamais renoncer, parce qu'il a été souvent mis en échec, mais finalement c'est lui qui l'a emporté sur les princes, parce que ses ennemis, ce sont les princes de l'intérieur. Le futur Louis XI est donc le fils aîné de Charles VII. Il naît en 1423. Son père est roi, on a envie de dire entre guillemets, il est roi de France depuis 1422. Mais on sait bien que depuis 1420, le roi de France et d'Angleterre, c'est le roi d'Angleterre. Henri V, mais qui meurt en 1422, et donc son fils, qui est tout bébé, Henri VI. Donc il est le fils d'un roi qui a été exclu de la succession. Il naît à Bourges, d'ailleurs on surnomme de manière un peu méchante Charles VII le petit roi de Bourges. Il grandit à Loches. Tout le nord, la Normandie, échappe à Charles VII. Alors, ses relations. Charles VII a donné à son fils une éducation avec un précepteur qui est Jean Majoris, de très bonne qualité, qui lui a appris ce qu'il devait apprendre. Il lui a donné un gouverneur, c'est-à-dire un gouverneur militaire, pour lui apprendre l'art de la chasse, qui est aussi l'art de la guerre. Et il a surtout fait quelque chose qui est ce qui apparaît idéal pour les médiévaux, c'est-à-dire qu'il a donné une instruction à son fils in situ. Très tôt, dès l'âge de 16 ans, Louis, le dauphin Louis, appelons-le comme ça, accompagne son père dans la reconquête du royaume. C'est-à-dire qu'il fait son exercice militaire réel et il montre d'immenses capacités. Parce qu'on parle toujours de l'intelligence de Louis XI, qui est évidente, qui saute aux yeux, qui peut faire un peu peur à certains. Il est très rapide, son père est très lent. Et donc on va arriver à ce conflit. Mais il est aussi très brave, Louis, le dauphin Louis. Il se met en avant, il est stratège, il est souvent avec Dunois, qui est un grand capitaine. Alors ces conflits, oui, ça va éclater en 1439-40. Il a donc 16 ans, 17 ans. Il va mener une ligue contre son père qu'on appelle la Praguerie et qui est une révolte contre les réformes
jusqu'à ordonner, Charles VII, d'instaurer une armée permanente qui va maintenant être payée par un impôt permanent. Les princes sont contre, parce que c'est l'affirmation du monopole royal militaire, c'est l'affirmation du monopole fiscal du roi, et donc ça empiète évidemment leur pouvoir. Ils vont avoir l'intelligence, ces princes, de mettre le jeune, très jeune dauphin à leur tête, en lui disant qu'il est le seul capable de sauver le royaume. Et Louis XI en aura eu un souvenir assez amer toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, de s'être fait manipuler ainsi par les princes. Et donc ça ne va pas augmenter son affection pour les princes, qui étaient plus âgés que lui. Et comme il dit, j'étais jeune et je croyais mes anciens. Alors il a de très mauvaises relations avec son père à ce moment-là, il le méprise très ouvertement. Et quant à Charles VII, Charles VII pense que son fils est capable d'une autre révolte, etc. Alors ça n'empêche pas des échanges de lettres. Mon très cher et très aimé dauphin, très cher et enfin, l'amour est absolument partout. Il est dans les lettres, mais il n'est pas tout à fait dans la réalité. Et on peut dire que pendant 15 ans, Louis est loin de son père, en Dauphiné d'abord, puisqu'il est dauphin, de Dauphiné. Et puis ensuite, Charles VII est excédé des révoltes de son fils. Donc Louis quitte le Dauphiné, brutalement, il lâche tout, et il va se mettre sous la protection de son bel oncle, le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, le père de Charles le Téméraire. Donc il passe 5 ans dans le Brabant, en prenant des nouvelles. Alors, est-ce que mon père va bien? Bon, il n'attend pas les nouvelles qu'on peut imaginer de la part d'un fils. Il attend qu'on lui dise que son père va pas trop bien, et même que ça empire, et qu'il faut qu'il commence à se préparer. Donc, il attend avec beaucoup d'impatience la mort de son père. Il faut dire qu'en 1461, il a 38 ans. C'est un vieux dauphin, un assez vieux dauphin, et il a plein d'idées, enfin, de tout changer pour faire mieux que son père. Et alors la chose curieuse, c'est que j'ai découvert un manuscrit dont je termine l'édition, qui date de 1480, où Louis XI rend hommage à son père. Mais il a fallu attendre pas mal d'années. Et là, il rend hommage à l'œuvre, aux réformes, et il est dans la continuité de son père, mais ça a pris un certain temps. Louis XI a eu un certain nombre d'enfants, des petits garçons d'abord, mais qui meurent vraiment très très bébés. Après, il va avoir 2 filles, Anne, la fameuse Anne de Beaujeu, qui naît en 61, justement l'année de son accession au trône, et puis la petite Jeanne, qui va naître en 65. Mais tous ces enfants mâles meurent très jeunes. Charlotte enfante, mais les enfants, les bébés meurent. Et enfin, en 1470, donc Louis XI, il est né en 23, donc il est déjà très inquiet, que son fils ne résiste pas aux maladies de l'enfance ou alors aux mauvaises influences des seigneurs, comme lui-même les avait vécues. Donc il va l'isoler à Amboise, surtout pas à la cour, surtout très loin de tout. Et il ne veut pas trop le fatiguer. Donc il interdit tout. Il ne faut pas qu'il aille à la chasse. Il ne faut pas qu'il apprenne le latin. Il dit le latin, vous savez, on a beaucoup de lettres de Louis XI, où il raconte tout. Le latin, 1, c'est fatigant, 2, c'est décourageant, et 3, c'est très ennuyeux. Alors, ne pas lui apprendre le latin. Plus exactement, alors la légende noire s'est emparée, il a voulu faire de son fils un imbécile, un débile, etc. En fait, Louis XI a dit autre chose, il a dit pas de latin avant l'âge de 13 ans, avant que sa constitution soit plus forte, et à ce moment-là, qu'il puisse apprendre le latin. C'est évidemment le latin classique dont on parle, parce que du latin, il l'entend à la messe tout le temps, quotidiennement. Donc ce n'est pas de ce latin-là dont on parle. Il va lui donner un précepteur qui est un grand humaniste, donc vous voyez, il n'est pas hostile à l'éducation de son fils, et surtout, eh bien, il va commander un art de gouverner
c'est justement ce livre, ce manuscrit que j'édite, qui s'appelle Le Rosier des guerres. Et Rosier des guerres, ça veut dire un ensemble de conseils sur les guerres. Et donc ça montre à quel point il était obsédé par sa succession. Alors peut-être pas avec des manifestations d'affection. Et c'est ce qu'on a dit après, dès le 18e, on dit « Ah, il ne veut pas prendre dans ses bras son fils. Ah, » Mon Dieu, Louis XI, ce qu'il veut, c'est que le fils reste et ensuite puisse tenir tête au prince. Oui, alors Loches est célèbre pour ses cages. Ont-elles existé? Oui ou non? On en a trouvé, on en a brûlé sous la Révolution. Était-ce des cages datant de l'époque de Louis XI? Combien mesuraient-elles? Enfin, je faisais hier une conférence à Cléry et j'avais dans le public une dame qui me disait « Mais moi, quand j'ai appris dans mon livre d'histoire primaire, c'est qu'il les mettait dans des cages et puis il allait ricaner autour, il allait les voir la nuit, il ricanait autour. » Bon. Alors, parfois, on se dit « Mais c'est pas parce que c'est horrible que c'est faux. » Les hommes sont ce qu'ils sont et donc on peut avoir des abus. En fait, on peut même presque... Cette histoire de prison, ce n'est pas tellement une notion médiévale. Parce que les prisonniers, on n'arrête pas de les changer de forteresse. Parce qu'on a peur qu'ils s'échappent. Qui, pour des raisons de corruption avec le gardien, ils s'échappent. Donc très souvent, on les change. Bon. Mais quelquefois, ils peuvent rester. Mais la tendance, c'est plutôt à faire bouger les prisonniers. Mais quand je parle de prisonniers, là on parle plutôt de prisonniers de haut rang. Les prisonniers de bas rang n'ont pas beaucoup d'intérêt. Enfin, ceux qu'il faut vraiment surveiller sont ceux qui sont dangereux. Ça ne veut pas dire que des simples gens ne puissent pas être dangereux. Mais les plus inquiétants, ce sont les grands. Alors il est vrai que Louis XI a été assez impitoyable pour certains grands seigneurs, des princes. Duc d'Alençon, par exemple, le duc de Nemours, c'est-à-dire que des familles de très haut rang, et même de sang royal, du sang des fleurs de lys, comme on dit. Et ceux-là ont pu être enfermés. Il a même enfermé un cardinal d'église, le cardinal Balue, et ça c'est franchement incroyable. Alors, Balue est un traître, les autres sont des traîtres aussi. Mais un cardinal d'église relève de la justice d'église à cette époque-là. Et Louis XI avait même le projet de faire juger par la justice royale un cardinal, aussi traître soit-il. Finalement, il ne l'a pas fait. Il a quand même laissé 10 ans en prison pour méditer sur ses vilainies. Donc, est-il cruel? Bon. Ces rois, quand ils sont formés, ils apprennent dans les livres, ces miroirs aux princes, est-ce que le roi doit être miséricordieux? Pourquoi? Parce qu'il doit être à l'image du Christ, qui a dit, à qui les apôtres ont dit, il faut pardonner combien de fois, Seigneur? 7 fois, 77 fois. Bon. Donc l'image, l'exemple, le modèle, c'est ça, c'est de pardonner. Tous les princes dont je parlais, là, il y a eu pardon, pardon, pardon. Et les autres ont recommencé, recommencé, recommencé. Il les a fait passer en jugement, pour les princes, Nemours, Luxembourg, le connétable. Ils ont été condamnés à mort. C'était assez logique. Et c'était des traîtres avérés. Mais là où il choque, c'est qu'il ne gracie pas. Il aurait pu gracier. Il a le pouvoir de gracier. La grâce royale, c'est aussi cette ultime miséricorde. On peut le mettre en exil, je ne sais où. Il ne l'a pas fait. Là, quand il ne gracie pas le duc de Nemours, qui est vraiment désolant de trahison, eh bien là, on sait que c'est un traître, Nemours, mais que le roi ne le gracie pas, ça les choque. Donc là, on le trouve cruel. Est-il tyrannique? Il a des tendances tyranniques évidentes, mais il ne met rien en système. C'est un homme qui veut être libre de toute norme, parce que justement, il est très hors norme.